nous allons enchaîner avec la consultation pré-anesthésique. D'accord? Alors, est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que ce serait bien d'avoir un feedback pour dire que vous m'entendez? Ok, très bien. Donc, du moment que ce cours vient avec l'anesthésie générale, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que si par exemple vous avez encore des questions par rapport à l'anesthésie générale, vous pouvez les poser. Et j'ai préféré commencer par l'anesthésie générale pour que dès qu'on fait la consultation, ça va être un peu plus clair parce que en sachant ce que c'est que l'anesthésie générale, vous allez comprendre pourquoi on fait cette consultation d'anesthésie, d'accord? Mais dans la vie, dans la vie réelle, ce qui se passe, c'est que on commence à faire la consultation pré-anesthésique pour faire après l'anesthésie générale, d'accord? Alors, la consultation pré-anesthésique, c'est quoi? C'est que déjà, l'anesthésie générale, donc comme un petit rappel, c'est un acte médical, d'accord? Alors, on peut pas faire l'anesthésie générale sur feuille dentaire. Non, on ne peut pas faire d'anesthésie générale sur feuille dentaire, d'accord? La consultation, déjà, c'est pas il faut un milieu opératoire. J'ai pas compris votre... Ah, fauteuil dentaire, d'accord, j'avais pas compris. Alors, l'anesthésie générale sur un fauteuil dentaire. Ben, théoriquement, non, d'accord? Théoriquement, non. Pourquoi? Parce que la position déjà du malade est d'une. Et de deux, bon, maintenant, nous, on a l'habitude, pour être franche, nous, on a l'habitude de faire une anesthésie générale au bloc opératoire. Parce que qui dit anesthésie générale dit geste chirurgical. Et qui dit geste chirurgical dit bloc opératoire. Maintenant, par rapport aux chirurgiens dentistes, le fait, le fauteuil dentaire, généralement, il n'est pas mis dans dans une salle opératoire équipée pour. Parce que déjà, avec le matériel qu'il y a, c'est assez, je crois, assez chargé parce que qui dit anesthésie générale dit la tuyauterie d'oxygène, d'air dans la salle, dit un respirateur qui est assez grand, dit un moniteur de surveillance. Donc, qui dit anesthésie générale dit bloc opératoire. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a ceux qui le font sur un fauteuil dentaire? Je ne sais pas. Et je vais essayer de voir si ça existe. Et je transmettrai avec le prochain enseignant qui viendra vous faire le cours. D'accord? Ok. Alors, comme rappel, on avait dit que l'anesthésie générale est c'est un acte médical, d'accord? C'est quoi? On provoque ce qu'on appelle un coma artificiel, d'accord? Réversible pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a arrêté l'introduction ou l'injection de nos produits, de nos agents anesthésiques, eh bien, l'état de conscience va revenir et la perception de la douleur va revenir, d'accord? Donc, l'anesthésie générale, c'est la suppression ou l'inhibition totale de l'état de conscience et de la perception du milieu extérieur, mais surtout de la douleur, par l'administration d'agents anesthésiques. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet, comme on l'avait vu tout à l'heure, par rapport aux objectifs de l'anesthésie générale, c'est l'absence de mémorisation du geste opératoire, l'absence de perception de la douleur des gestes opératoires. D'accord? C'est d'avoir un patient opérable, c'est-à-dire qui ne ressent pas la douleur et qui ne va pas garder de souvenir de ce qui s'est passé pendant votre intervention. Ok? Alors, en matière de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale, donc de votre domaine, on fait régulièrement appel à l'anesthésie générale. D'ailleurs, je vous ai mis une photo, une photo de ce qui se passe dans votre spécialité. Et je crois que ce n'est pas un bloc opératoire, mais bon. Il s'agit essentiellement donc d'actes douloureux, hémorragiques, d'accord, de l'extrémité céphalique, c'est-à-dire au niveau de la tête, de la cavité buccale, d'accord. Déjà, excusez-moi, mais déjà sans anesthésie générale et sans geste très hémorragique,
Personnellement, j'ai vraiment peur d'aller chez le dentiste. D'accord? Donc, alors imaginez un acte qui soit douloureux, qui soit hémorragique, que la lésion buccale soit très importante. Donc, tout ceci fait que l'anesthésie générale peut trouver son indication dans pas mal de situations. D'accord? Donc, alors, le fait que cette activité se fasse au niveau de l'extrémité céphalique et l'anesthésiste, nous, en tant que médecin anesthésiste réanimateur, notre accès la partie pour laquelle qu'on surveille le plus, c'est vraiment l'extrémité céphalique. Pourquoi? Parce qu'une fois que le malade est sous anesthésie générale, il ne respire plus. S'il ne respire plus, donc nous, nous mettons la sonde d'intubation pour pouvoir ventiler ce malade. Et imaginez-vous que la sonde se déplace ou, par exemple, que la tuyauterie se déconnecte. Du coup, le malade ne va plus respirer. Donc, on risque de perdre le malade. C'est pour ça que l'extrémité céphalique est importante pour nous en tant que médecin réanimateur anesthésiste. Et cette même extrémité est importante pour vous parce que vous travaillez à ce niveau-là. Alors, imaginez, vous travaillez au niveau de la bouche. Nous, on a notre sonde au niveau du nez. Et du coup, on partage la même extrémité céphalique. D'accord? Donc, ça fait un petit peu trop de monde au niveau d'une seule partie du corps du malade, mais on fait en sorte de pouvoir travailler ensemble et d'assurer un maximum de sécurité. Alors, pour cela, c'est pour ça qu'il y a la consultation d'anesthésie. En fait, la consultation d'anesthésie, elle permet de préparer cette anesthésie générale, d'accord? Et de prévoir tout ce qui peut y arriver comme complications pour les éviter. D'accord? Donc, la consultation d'anesthésie, voilà. Moi, de l'application, je n'ai pas compris ce que j'ai fait. Ok. Alors, la consultation. Je ne sais pas ce que j'ai fait, excuse-moi. Tout est ok? Bon, la consultation d'anesthésie, elle est obligatoire ou, bien sûr, c'est la réglementation française. Nous, on n'a pas de réglementation. Ok, merci. Nous n'avons pas de réglementation ici en Algérie, donc on suit la réglementation française, ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant. Donc, elle est obligatoire. On en a fait une obligation avant tout geste chirurgical, d'accord? Avant toute intervention réglée. Réglée, qui dit réglée, c'est-à-dire programmée. À l'inverse du geste opératoire qui se fait en urgence. Pourquoi cette différence? Ben, tout simplement. Okay. Alors, pourquoi pas l'urgence? Parce que dans le cadre de l'urgence, on est obligé, les indications d'anesthésie générale en stomatologie. Ah, ok, d'accord, merci. D'accord, merci. Vous permettez que je revienne sur cette indication en fin de séance, d'accord? Alors, les indications, non, je vais répondre. Les indications de l'anesthésie générale en stomatologie, bien, enfin, en fait, on les a vues dans la séance d'avant, mais il n'y a pas de mal à le répéter. Les indications dépendent en fait de trois choses. Elles dépendent de l'état du patient, c'est-à-dire qu'un patient qui a un trouble du comportement, qui n'arrive pas à rester assis, qui est anxieux, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous permettre de travailler à l'aise et confortablement sur une bouche ouverte. D'accord? Un malade qui a des réflexes nauséeux très très importants, ce genre de malade ne va pas pouvoir vous laisser travailler. Lui, il ne va pas être bien, d'accord? Et vous n'allez pas pouvoir travailler correctement. Donc là, c'est une indication à l'anesthésie générale. Le deuxième cas de figure d'indication à l'anesthésie générale, c'est quoi? C'est la contre-indication ou l'impossibilité de faire une anesthésie locale. Alors, on fait une anesthésie locale quand on le peut, d'accord? On préfère l'anesthésie locale ou loco-régionale. Elles sont toujours préférables à une anesthésie générale parce qu'une anesthésie générale implique plus de mesures de sécurité et peut provoquer plus de complications, d'accord? Donc, à chaque fois que c'est possible, on choisit une anesthésie locale ou loco-régionale. Maintenant, s'il y a une contre-indication à l'anesthésie locale, si par exemple on a dû utiliser plusieurs reprises, on a essayé et l'anesthésie locale n'a pas tenu, ou bien le malade, ça n'a pas permis d'avoir un malade confortable, eh bien là, on est obligé de passer à l'anesthésie générale. D'accord?
Si par exemple on a un état infectieux complètement inflammé, l'anesthésie locale ne va pas vraiment avoir son effet et du coup on va être obligé de faire une anesthésie générale. D'accord? Le troisième cas de figure, c'est quoi? Ce sont les indications liées au type de chirurgie que vous proposez. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si par exemple vous avez une intervention où vous prévoyez plusieurs actes, plusieurs gestes au cours de la même séance. Et c'est un geste qui va être très hémorragique, qui va être très douloureux et qui va surtout prendre énormément de temps. Le délai d'action, la durée d'action de votre anesthésie locale ne va pas suffire. Donc, dans ce cas de figure-là, nous allons choisir, par exemple, une anesthésie générale. Une chirurgie, par exemple, un traumatisme ou bien un délabrement de la cavité buccale, un traumatisme maxillofacial, etc. Là, vous allez avoir besoin d'un relâchement extrême de la cavité buccale, d'un relâchement du malade et d'un malade qui soit complètement inconscient pour que vous puissiez travailler. Donc ça, c'est pour répondre aux indications d'anesthésie générale en stomatologie. D'accord? Donc ça dépend de l'état du patient, de la faisabilité de l'anesthésie locale et aussi du type d'intervention chirurgicale que vous allez effectuer. Et bien sûr, à chaque fois que c'est possible, il vaut mieux choisir ou privilégier bien sûr l'anesthésie locale ou loco-régionale. Ok. Alors, la consultation d'anesthésie, j'ai dit qu'il s'agissait d'un geste médical, d'un acte médical qui est obligatoire avant toute anesthésie générale, d'accord, devant une intervention réglée. Réglée, c'est-à-dire programmée, c'est-à-dire que le malade il vient, il vous voit, ok, vous posez l'indication d'un geste chirurgical qui nécessiterait éventuellement une anesthésie générale. Vous nous l'envoyez, nous, en tant que médecin anesthésiste, pour faire la consultation d'anesthésie. D'accord? Pas dans le cadre de l'urgence, parce que dans le cadre de l'urgence, on fait notre petite consultation, mais pas la consultation réglée, celle-là, d'accord, sur une feuille d'anesthésie, parce que l'urgence prime. D'accord? Quand il y a une urgence, c'est une autre procédure. D'accord? Elle doit être réalisée par le médecin et bien sûr, elle doit être faite avant l'acte chirurgical, de préférence, enfin au maximum 48 heures avant. Pourquoi 48 heures? Eh bien, tout simplement, on ne sait jamais, votre malade a besoin d'être préparé, on va avoir besoin, on découvre quelque chose, par exemple qui cloche, au moins on va avoir le temps de réaliser ou de régler tout ça. Supposons que vous avez un malade qui est diabétique hypertendu, vous nous l'envoyez pour consultation, en le voyant, on trouve que son traitement n'assure pas un diabète équilibré. Et bien sûr, un déséquilibre diabétique va entraîner une surinfection et plusieurs complications, un cercle vicieux. Donc, de préférence, on aura les 48 heures pour le régler, pour que vous puissiez travailler après plus à l'aise. D'accord? Donc, en stomatologie et chirurgie maxillofaciale, ce qu'il faut savoir, c'est que la consultation d'anesthésie, consultation pré-anesthésique, alors elle va s'intéresser d'un côté à tout ce qui est commun à toute anesthésie générale, d'accord? Commun, c'est-à-dire que c'est la même procédure que je fais, que ce soit pour un malade qui va se faire opérer chez vous, ou bien un malade qui va se faire opérer, par exemple, en urologie, en neurochirurgie. C'est, par exemple, des éléments communs, d'accord? Et bien sûr, ceux qui sont propres à la stomatologie, c'est-à-dire qui sont spécifiques à vous. Il ne faut pas oublier que vous avez accès à l'extrémité céphalique, à la cavité buccale, d'accord? Et que nous aussi, on va avoir notre accès, beaucoup plus, on va partager l'extrémité céphalique. Et dans ma consultation d'anesthésie, il faut que je sois sûre que la cavité buccale ou l'extrémité céphalique va être propice à votre travail. D'accord? Mon objectif, c'est de vous ramener un patient opérable et que vous puissiez faire votre travail dans le maximum de sécurité et que le malade puisse se réveiller et rentrer chez lui. D'accord? Ok. Alors, quelles sont les indications, les objectifs de la consultation? Alors, c'est simple. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que la consultation, c'est-à-dire que je vais voir le malade avant qu'il ne vienne chez vous. Bien sûr, il a consulté chez vous avant, d'accord? Vous avez posé l'indication, vous me l'envoyez. Une fois qu'il est chez moi, la consultation, qu'est-ce qu'elle va permettre? Alors, déjà, le fait d'avoir ce contact avec le malade, de discuter avec le malade, ça va permettre d'un côté de le rassurer, d'accord? Il y a pas mal de malades qui, quand ils arrivent, disent ah, Hakima, mais une fois que ça y est, Anit Kalmid, je suis plus rassurée. Et ça, c'est déjà un pas.
D'accord? Ça, déjà, vous arrivez déjà à traiter l'anxiété de votre patient. Le contact initial est très important. Donc, ça permet déjà de réduire l'anxiété et d'avoir un apport psychologique. Ça permet d'informer le malade, c'est-à-dire que le malade, il a le droit de savoir ce qui va se passer, de connaître quels sont les éventuels incidents ou complications qui peuvent survenir et de lui dire aussi qu'on est là pour juguler ces complications, pour pouvoir le rassurer et d'avoir son consentement. Son consentement, c'est quoi? C'est-à-dire, ok, est-ce que vous avez compris ce qui va se passer? Oui, j'ai compris. C'est bon. D'accord? Surtout si c'est des sujets âgés, si ce sont des mineurs où on va avoir besoin du consentement des parents. Donc, le premier objectif principal, c'est de pouvoir communiquer avec votre malade, d'accord, pour pouvoir effectuer ce contact qui permettrait de réduire l'anxiété et d'informer le patient sur ce qui va se passer. Ok? Donc ça, c'est le premier. Le deuxième objectif, c'est quoi? C'est que, comme je vous l'ai dit, la consultation permet de préparer le malade. Donc, pour le préparer, il faudrait déjà que je sache ce qui va bien, ce qui va moins bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon interrogatoire, je vais procéder à un examen clinique. Le malade, c'est un tout. Ce n'est pas une cavité buccale, ce n'est pas une main, ce n'est pas une jambe, ce n'est pas une tête, c'est un tout. D'accord? Il y a une interaction de tout. Donc, je fais mon examen clinique. Si tout va bien, bah, ok. Si ça ne va pas, je vais demander des examens complémentaires en fonction de ce que j'ai trouvé. D'accord? Je vais évaluer le risque. Le risque par rapport au malade, par rapport à ce qu'il est ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il a comme problème. Le risque lié à l'anesthésie, est-ce que cette drogue-là est correcte ou non par rapport, est-ce que je peux l'utiliser chez ce patient ou non. Et bien sûr, le risque lié à votre chirurgie. Il n'y a pas de sang, hein? Une minute. Hein. Hein? Ah, ok. Ok. D'accord. Donc, alors la consultation, ça va me permettre d'avoir un contact avec le malade, donc sur le côté psychologique et sur le côté information. Ça va me permettre de faire un examen clinique, donc l'interrogatoire et l'examen clinique. De là, je vais décider est-ce que je vais demander des examens complémentaires ou non, d'accord? Si par exemple, je ne sais pas, si j'ai un enfant et je me rends compte que durant la consultation, parce que vous allez travailler dans la cavité buccale, il y a un risque hémorragique, bah, en posant les questions aux parents, je me rends compte qu'à chaque fois qu'il tombe, il y a un bleu. Donc là, je vais demander un bilan sanguin. Peut-être qu'il a un trouble de la coagulation. D'accord? Donc, mon examen paraclinique, ce que je vais demander, dépend exactement de ce que je vais trouver à l'examen clinique et à mon interrogatoire. C'est vraiment ciblé, ce n'est pas demandé pour demander. D'accord? Donc, après, je vais procéder, je vais évaluer le risque. D'accord? Je vais décider de la technique anesthésie. De la technique anesthésique, c'est-à-dire que est-ce que je vais faire une anesthésie générale? Est-ce que je vais faire une anesthésie plutôt loco-régionale? Et on peut discuter, je pourrais discuter ça avec vous. Est-ce que, par exemple, du moment que je vais intuber, est-ce que je vais curariser pour avoir le relâchement? Ou peut-être je vais juste utiliser un hypnotique type propofol. Donc, de ma consultation, je vais décider comment je vais endormir mon malade. D'accord? Et bien sûr, je vais décider comment je vais le prémédiquer. La prémédication, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la prémédication, c'était des médicaments qu'on donne avant une demi-heure à 1h30 avant l'intervention chirurgicale pour permettre de diminuer l'anxiété et d'avoir un confort de travail. D'accord? Bien sûr, il y a des malades qui ne sont pas anxieux, qui sont bien, ben, on n'a pas besoin de faire une prémédication. L'apport psychologique suffirait. Donc, ça dépend du malade. Alors, ça va permettre aussi de préparer le malade à l'intervention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, mon malade, il est, je ne sais pas, il est sous un traitement et je trouve qu'il est insuffisant,
eh bien, je fais en sorte qu'il ait un autre traitement ou bien que je réajuste le traitement qu'il est en train de prendre pour pouvoir l'équilibrer avant l'intervention. D'accord? Donc ça, ce sont les objectifs de la consultation d'anesthésie. D'accord? Alors, donc, comment se déroule la consultation? Alors, comme je vous l'ai dit, de par déjà les objectifs, vous arrivez un peu à imaginer comment va se dérouler la consultation d'anesthésie. La consultation d'anesthésie, c'est un malade qui vient. Donc, c'est le premier contact, le premier abord. Donc, on a l'approche psychologique, le fait de discuter avec le malade, de le mettre à l'aise, de le rassurer, ça va déjà, c'est un pas de fait. D'accord? Vous avez gagné, si vous gagnez la confiance du malade, vous avez à 60% réussi votre geste opératoire. D'accord? Alors, l'interrogatoire. L'interrogatoire, il est simple. Donc, déjà, il faut toujours commencer par avoir l'état civil du malade. D'accord? Parfois, on oublie même à demander le nom du malade à la séance, mais bon, il faut que ce soit systématisé. On demande de l'état civil du malade. Il faut savoir, il faut demander l'histoire de la pathologie qui a motivé l'intervention, d'accord, le contexte, pour savoir un petit peu dans quel contexte va se faire cette intervention-là. Il faut rechercher s'il y a des pathologies associées, d'accord. Comme je vous l'ai dit, le patient, c'est un tout, c'est-à-dire que si, par exemple, il a un problème cardiaque, il faut que je le règle avant qu'il n'arrive chez vous pour qu'il ne décompense pas. Alors, l'hypnotique, c'est pas anesthésie générale. Bon, l'hypnotique, attendez, excusez-moi. Non, oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, l'hypnotique, c'est un des agents qu'on utilise pour effectuer l'anesthésie générale. D'accord? L'anesthésie générale, on avait dit que c'est produire un coma artificiel. Et pour faire l'anesthésie générale, on utilise un hypnotique qui a une action sur le système nerveux, d'accord, qui entraîne le coma. Ça, c'est l'hypnotique. On a l'analgésique qui va augmenter le seuil de perception de la douleur. Et on a le myorelaxant qui va entraîner le relâchement musculaire. D'accord? Voilà. Ça, c'est l'hypnotique. Attendez. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous n'avez pas compris exactement. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, je continue en attendant de voir ce que n'a pas compris un de vos collègues. D'accord? Alors, je disais que la consultation d'anesthésie permettrait de faire au début un apport psychologique, d'accord? D'avoir l'apport psychologique. Après, on va faire un interrogatoire afin de pouvoir cerner un petit peu le malade, connaître ses antécédents, quelles sont les pathologies pour lesquelles il se fait traiter. Est-ce que ces pathologies-là sont équilibrées ou non? D'accord? Est-ce qu'il est en train de prendre un traitement? Est-ce que plusieurs médicaments ou non? Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il boit? Tout ça, c'est important parce que le fait de le savoir permettrait de préparer le malade et de connaître comment le préparer exactement. Ok. Bien sûr, est-ce que le malade est allergique ou non? Est-ce que, par exemple, il saigne? Il suffit qu'il se fasse, je sais pas moi, une écorchure qu'il saigne beaucoup. Est-ce que son saignement s'arrête rapidement ou non? Et essentiellement, du moment qu'on est dans la cavité, dans l'extrémité céphalique, est-ce qu'il y a par exemple une anomalie, un ancien traumatisme maxillofacial, un renflement ou autre chose? D'accord? Après, on passe à l'examen clinique. Alors, le truc est très simple. Plus je fais un examen clinique, un interrogatoire minutieux et un examen clinique complet et correct, et plus je suis sûre d'être en sécurité pendant l'intervention. D'accord? Plus je suis sûre de ne pas avoir de surprise en opératoire. Voilà. Alors, l'examen clinique, c'est simple. On va apprécier l'état général. On va prendre les constantes hémodynamiques. On va faire un examen complet. Et surtout,
On va examiner la cavité buccale, l'extrémité céphalique et le capital veineux. Le capital veineux, c'est quoi? Ce sont les veines, c'est-à-dire est-ce que je peux piquer le malade? Est-ce que ça va être facile? Ça ne va pas être facile? Est-ce que les veines sont visibles, sont palpables? Facilité d'accès ou non? D'accord? En stomatologie, c'est-à-dire pour vous, pour préparer un malade à vos gestes chirurgicaux, je vais insister sur l'ouverture de la bouche, c'est important. Est-ce que cette ouverture est limitée ou non? Parce que vous allez avoir besoin d'une ouverture de la bouche. Et là, ça va me permettre de savoir est-ce qu'il y a l'indication d'anesthésie générale avec relâchement musculaire important. L'état osseux et musculocutané, bien sûr, par rapport à vous également, parce que ça aussi, ça permettrait de réduire, s'il y a par exemple une cicatrice, une brûlure, ça permettrait aussi de réduire, ça pourrait réduire l'ouverture de la bouche. La perméabilité des voies nasales et la mobilité du rachis cervical. D'accord? Le rachis cervical, c'est au niveau du cou. Est-ce qu'on peut mobiliser ou non? D'accord? Donc, les examens complémentaires. Une fois que j'ai fait mon interrogatoire et que j'ai fait mon examen clinique, je décide est-ce que je peux donner je peux demander un examen complémentaire ou non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'examen ou de bilan systématique, préopératoire systématique, comme on l'a toujours fait et comme on nous l'a toujours dit. Il n'y a pas d'examen complémentaire systématique. Si je ne vois pas pourquoi je demande un examen, ça ne sert absolument à rien de le demander. Il n'y a rien de médico-légal dans ça. D'accord? Donc, c'est en fonction de l'état du malade et en fonction du type de chirurgie. Si c'est une chirurgie hémorragique, eh ben, c'est important d'avoir, par exemple, de faire le groupage, parce qu'on ne sait jamais, je vais avoir besoin de transfuser, de faire un bilan hématologique pour voir est-ce qu'il va y avoir un trouble de l'hémostase ou non. Donc, tout dépend de l'état du malade et du type de chirurgie que vous allez effectuer. Après, une fois que j'ai fait mon interrogatoire, mon approche psychologique, mon interrogatoire, mon examen clinique et prescrit mes examens complémentaires, je vais évaluer le risque. Alors, le risque opératoire en quelque sorte dépend de 3 éléments. On a un risque lié au patient par rapport à cet art, par rapport à lui. Le risque lié à la chirurgie, c'est en fonction du type de chirurgie, c'est-à-dire une chirurgie lourde qui prendrait beaucoup de temps et qui est hémorragique et très douloureuse. Donc, le risque qui est encouru, c'est quoi? C'est que ça va beaucoup saigner. Donc, il faudrait que je prenne ça en compte. C'est que ça va faire très mal après. Donc, il faudrait que je prescrive un antalgique pour le malade. D'accord? Ça, c'est le risque lié à la chirurgie. Le risque lié à l'anesthésie. Le risque lié à l'anesthésie, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, le malade il est hypertendu, cet agent-là, il va entraîner une diminution très rapide et brutale de la pression artérielle. Donc, pour moi, non, il vaut mieux l'éviter. Le malade, il a un antécédent cardiaque. Cet agent-là, non, il va avoir un effet négatif sur le cœur, donc je l'évite. C'est ça le risque lié à l'anesthésie. Le risque lié au patient, on va le voir, c'est par rapport aux pathologies qu'il a. Est-ce qu'il a un antécédent? Est-ce qu'il en a plusieurs? Est-ce que les pathologies dont il souffre sont équilibrées ou non? Quels sont les traitements qu'il prend? Est-ce que le fait de faire une anesthésie va déséquilibrer une pathologie? Est-ce qu'il va y avoir une interaction entre le traitement qu'il prend et l'anesthésie? Tout ça doit être pris en compte lors de la consultation d'anesthésie. D'accord? Donc, au terme du bilan, il y a une classification et ça a été choisi parce qu'elle est la plus facile et la plus utilisable de par le monde, de par sa facilité, même si elle n'est pas très pointue en matière de détails. Mais, vous manquez de temps aussi. Mais cette classification permet d'avoir le même langage en quelque sorte entre les anesthésistes, les médecins anesthésistes et les anesthésistes. D'accord? Donc, c'est la classification ASA. ASA, c'est l'American Society of Anesthesiology. Donc, cette classification permet d'évaluer le risque lié au patient et permet de se dire, ah, ce malade, il est classé ASA 1 ou ASA 2 ou ASA 3 ou autre. Donc, la classification ASA, c'est quoi? On a 4 classes, enfin 5, bien sûr, et on rajoute toujours la lettre U si c'est une intervention urgente. Donc, la classe 1, c'est-à-dire on dit ASA 1, ASA 1, quand le patient est en bonne santé, c'est-à-dire il n'a rien.
C'est un sujet qui n'a absolument aucun problème, qui ne prend aucun médicament, aucun retentissement. Donc, la classe 2, ASA 2, c'est un patient qui présente une atteinte modérée d'une grande fonction, mais qui est équilibrée. D'accord? Une atteinte modérée, c'est-à-dire qu'il est hypertendu depuis 3 ou 4 ans, hypertendu depuis 3 ou 4 ans et par exemple, sous traitement, il est équilibré, il n'y a pas de problème, un seul traitement, tout va bien. Un patient qui est diabétique mais qui est équilibré, mais c'est vraiment, vraiment à un stade initial sans retentissement, d'accord, au début de leur pathologie. La classe 3, c'est un patient qui présente une atteinte sévère d'une grande fonction, d'accord, une atteinte sévère, mais qui n'entraîne pas d'incapacité, c'est-à-dire que le patient est toujours autonome, il n'y a pas, cette mise en jeu du pronostic vital, il ne risque pas de mourir à tout moment, d'accord. La classe 4, c'est un patient qui présente une atteinte sévère d'une grande fonction qui est invalidante. Invalidante, qui pose problème, qui pose un problème, qui met en jeu le pronostic vital, d'accord? C'est-à-dire qu'il est là, il est en décompensation, mais il est là, c'est-à-dire qu'il risque à tout moment de s'aggraver à n'importe quel moment. La classe 5, c'est un patient moribond. Moribond, c'est-à-dire que l'espérance de vie est moins de 24 heures, quel que soit le geste qu'on va faire. Qu'on traite ou qu'on ne traite pas, l'espérance de vie est inférieure à 24 heures. La lettre U, on la rajoute quand c'est pratiqué en urgence. Je vous l'avais dit au tout début de la séance, la consultation d'anesthésie, elle est obligatoire pour tout geste réglé, programmé. Maintenant, si par exemple, vous avez un patient qui est là et que vous allez devoir lui faire une anesthésie générale ou une intervention chirurgicale en urgence, le médecin anesthésiste, là, moi, je suis obligée de lui faire une anesthésie générale parce que vous en avez besoin. Eh bien, je viens, je l'examine, je prends moins de temps que d'habitude et je mets par exemple ASA2U. Ce U permet de dire que, ok, je ne l'ai pas fait dans les 48 heures qui précèdent le geste chirurgical. D'accord? Ok? Donc, la classification ASA pour l'évaluation du risque opératoire, et c'est vraiment la plus basique des classifications, c'est la classification ASA. Donc, ASA 1, c'est un patient en bonne santé. 2, c'est un patient qui est atteint une atteinte modérée d'une grande fonction, le cœur, les poumons, les reins, etc. La classe 3, c'est une atteinte sévère d'une grande fonction, mais non invalidante. La classe 4, c'est une atteinte sévère d'une grande fonction qui met en jeu le pronostic vital. La 5, c'est un patient moribond c'est-à-dire qui risque de décéder à tout moment dans les 24 heures. Quelles sont les maladies les plus communes en vraie vie qu'on doit prendre en considération avant l'anesthésie et qui ont un taux de risque plus élevé? En fait, toutes les maladies doivent être prises en considération avant l'anesthésie, d'accord? Alors, vous avez par exemple les maladies cardiovasculaires, une hypertension doit être prise en compte, un antécédent cardiaque, que ce soit une insuffisance cardiaque, que ce soit un infarctus du myocarde, les pathologies pulmonaires, un malade asthmatique, un BPCO, c'est-à-dire une bronchopneumopathie obstructive qu'on voit essentiellement chez les grands fumeurs, les pathologies neurologiques, un malade qui a fait un accident vasculaire cérébral, il est à prendre en compte, un malade atteint d'une insuffisance rénale, le tout, je vous l'ai dit, un malade c'est un tout. Il suffit qu'il y ait une fonction qui soit atteinte, que le risque vital est là, le risque est plus élevé. Chacun présente un risque à sa façon, mais le risque est là. Donc, pour dire est-ce qu'il y a une pathologie, plus commune que d'autres, je ne pourrais dire qu'il faudrait prendre en compte une par rapport à une autre. Voilà. Donc, il faut prendre le malade tel qu'il est et surtout, ne jamais sous-estimer quelque chose ou se dire non, celui-là, il n'a rien et celui-là, il a quelque chose. D'accord? Voilà. Une autre question. Ah, ok, d'accord. Alors, comment préparer le malade? Alors, la préparation du malade, j'ai dit que la consultation permettait de faire l'interrogatoire, l'examen clinique, la prescription d'examens complémentaires,
un apport psychologique et de préparer votre patient. Comment je vais le préparer? Eh ben, je vais voir les traitements qu'il est en train de prendre, je les réajuste, d'accord? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je peux découvrir une pathologie parce qu'il faut dire que finalement en Algérie, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. On a tendance à sous-estimer nos symptômes et on a tendance à retarder la consultation chez un médecin. Donc, personnellement, quand il y a un malade qui vient pour une consultation, j'essaye de voir le tout parce que je me dis que c'est l'occasion ou jamais de traiter pas mal de pathologies. D'accord? Le malade, il peut ne pas aller voir un cardiologue pour un pic hypertensif, mais s'il a par exemple une douleur au niveau de la vésicule biliaire ou bien un calcul, il va vouloir faire une intervention chirurgicale. Donc, il faut profiter de cette consultation pour faire traiter le malade et le prendre en charge dans sa totalité. D'accord? Donc, la préparation, donc on va traiter une pathologie préexistante, on va découvrir est-ce qu'il y a une nouvelle pathologie que le malade ne veut pas traiter ou qu'il est inconscient de l'avoir. On va adapter les traitements en cours. Bien sûr, le tabac, il faut l'arrêter 8 semaines avant. Pourquoi? Parce que ça provoque une hyperréactivité bronchique, donc une hypersécrétion et risque de complications respiratoires. On va informer le malade de tout ce qui va se passer, du fait qu'il faut qu'il soit à jeun 6 heures avant l'intervention, d'accord? Et bien sûr, en fonction de la nature du geste chirurgical que vous allez faire, soit on prescrit des médicaments, soit on arrête d'autres, soit on réajuste. La prémédication, on l'avait vu dans le cours de l'anesthésie générale, donc elle consiste à administrer des médicaments avant une anesthésie, donc quelle qu'elle soit générale, locale ou loco-régionale. C'est pour permettre au malade de rentrer plus zen et moins stressé, moins anxieux au bloc opératoire. D'accord? Donc, à la fin de la consultation d'anesthésie, c'est là que je vais me dire, ah, ce malade, il a besoin d'une anxiolyse, ce malade, il a besoin de tel ou de tel médicament, d'accord? Ou bien je me dis, non, le malade, il est bien, il n'a pas besoin de prendre quoi que ce soit. Donc, le choix des agents tient compte de l'état psychique et physiologique du malade, du type de l'anesthésie et de la chirurgie. Donc, je me répète peut-être, mais il n'y a pas de souci. Ok, je termine. Il me reste 1 minute 30. Il ne reste pas grand-chose. Si vous avez des questions, je pourrais demander encore une petite reconnexion. Donc, dites-le moi et c'est tout. D'accord? Donc, les objectifs de la prémédication. La prémédication, c'est offrir un malade qui soit moins anxieux et on va permettre, la consultation, on va permettre de prendre en charge le malade en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire. D'accord? C'est-à-dire que l'anxiolyse, ok, je réduis l'activité vagale parce que ça va aussi permettre de diminuer les sécrétions salivaires, ok. Ça va me permettre aussi, par exemple, un malade qui est stressé, anxieux, qui a des brûlures épigastriques, je peux donner un pansement gastrique, ça va un petit peu calmer les choses. Le fait de prémédiquer le malade, de lui donner un anxiolytique, ça va permettre de réduire les doses aussi d'anesthésiques utilisées. Et surtout, la consultation va me permettre de me dire, ce malade, il faut que je lui donne un traitement antalgique après. Il faudrait que par exemple, je prévoie des réactions allergiques ou autres. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que la consultation d'anesthésie est obligatoire, c'est qu'elle permet de préparer le malade et elle permet de décider tout ce qu'on va faire de la période préopératoire jusqu'à la période post-opératoire. D'accord? Le recours aux examens complémentaires n'est pas obligatoire, n'est pas systématique. Il faut insister essentiellement sur la préparation